Ceci est un test Voigtkampf. Nous allons déterminer si vous êtes un humain ou un répliquant. Ne pensez à rien, relaxez-vous, le test va commencer dans une seconde. Il est composé de 6 questions plutôt faciles. Première question. Un collègue de travail vous apprend qu'il a malencontreusement écrasé un petit insecte. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes infiniment triste? Bof, ce n'était qu'un insecte. Vous compétissez, mais au fond, vous vous en fichez un peu. Ou, tant mieux, vous détestez ces petites bestioles. Peu importe ce que vous répondez, vous aurez peut-être compris qu'aujourd'hui, je vous parle de Blade Runner, de role-playing game qui est arrivé il y a de cela quelques temps, produit par la Free League, compagnie qu'on ne présente que très peu maintenant, tellement ils en sortent des produits, ils en sortent des contenus, des gammes qui sont traduites en français par différentes compagnies, dont Arkham Asylum Publishing qui s'est occupé de la traduction d'Alien, et je suis très content de vous en parler aujourd'hui parce que lorsque je parle de cinéma, souvent j'ai deux films qui reviennent très souvent, c'est Alien et Blade Runner, deux films de Ridley Scott qui datent déjà d'une certaine année, mais qui ont pour moi réinventé beaucoup de choses au niveau de la science-fiction, au niveau de l'horreur, au niveau de l'humanisme et tout ça. Et quand j'ai su que la Free League allait en fait faire une campagne de sociofinancement pour financer ce petit bijou, eh bien j'étais aux extases. Et lorsque j'ai vu que le tout a été financé en moins de 3 minutes, j'étais un peu quand même surpris et content. Pour vrai, je ne savais pas à quel point est-ce que l'enthousiasme, à quel point est-ce qu'il allait avoir une initiative forte pour un jeu de rôle de Blade Runner. Et je suis très content de voir en fait que les attentes ont été remplies. Parce que pour vrai, cet ouvrage-là, ce jeu-là, si un temps soit peu vous êtes intéressé par cet univers-là, je pense que vous allez vraiment trouver ça incroyable. Mais tu sais, avant d'aller plus loin, je vais un peu mettre un peu de mise en contexte et tout ça. Donc, pour commencer, comme je l'ai mentionné, créé par la Free League, pour l'instant, il n'y a pas encore de traduction française, même si c'est sûr et certain qu'il va en avoir une. Je pense qu'il y a très peu de jeux pour l'instant de la Free League qui ne sont pas traduits en français. Donc ça va venir très prochainement. J'en suis persuadé, il va y avoir une annonce pour ça, faite par une compagnie que je mentionnerai pas, mais qu'au final, on a peut-être toute une idée de qui pourrait prendre la charge de cette traduction. Et je pense que pour les gens qui veulent une version française, vous devriez peut-être attendre parce qu'il y a quand même beaucoup justement de texte à l'intérieur. Si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, je préfère tout de même le mentionner immédiatement. Mais pour les autres, bondissez à votre boutique locale pour aller voir si des exemplaires y sont, parce que pour vrai, c'est une qualité quand même assez bluffante. Je vais y revenir plus tard lors de ma critique personnelle, mais on va sauter en fait dans le thème. De quoi est-ce que parle Blade Runner? Pour les personnes qui connaissent peut-être un peu moins ça, pour les personnes qui sont moins familières avec l'univers de Blade Runner, eh bien, on parle de la science-fiction. On parle d'une tech noire. C'est très justement inspiré par les films noirs des années 30. On parle entre autres choses aussi du corporatisme. C'est vraiment beaucoup des méga corporations qui vont gérer le monde dans lequel on vit. Beaucoup sur l'identité de qui je suis, la paranoïa aussi sur suis-je sûr de la personne que je suis, et aussi également sur le renversement de ce que nous sommes, c'est-à-dire suis-je devenu ce que je chasse au final. Et le film Blade Runner de Ridley Scott, qui est sorti en 1982, ça a vraiment défini, on va dire, les genres. Pour moi, ça a défini les genres du tech noir, cyberpunk, science-fiction de ces années-là, on s'entend, en adaptant librement le roman de Philip K. Dick qui était intitulé Do Androids Dream of Electric Sheep? Donc, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? C'est vraiment une description futuriste, assez visionnaire d'une Los Angeles qui est assez, on va dire, enfoui sous les bâtiments et sous les gigantesques tours à bureaux, dans laquelle il y a la police de Los Angeles qui est chargée de traquer et de tuer des créatures artificielles qui se font passer pour des humains, qu'on nomme les répliquants, du moins dans le contexte du film. Il y a beaucoup d'autres choses aux alentours, mais dans le contexte du film, le personnage de Harrison Ford a cette tâche-là. C'est un Blade Runner, comme le dit le titre de l'ouvrage. C'est vous jouez dans cet univers-là. Est-ce que vous êtes un humain? Est-ce que vous êtes un répliquant?
On ne le sait pas encore, on va le découvrir à mesure qu'on va jouer. Ça vient toucher plein de petites cordes, plein de petits thèmes que j'apprécie énormément beaucoup dans le jeu de rôle. Et pour moi, ça tombe pile poil dans ce que j'apprécie. Blade Runner, dans le fond, utilise, côté mécanique, là, Blade Runner utilise une version modifiée du Year Zero Engine qu'on a déjà vu sur d'autres jeux, en fait sur l'ensemble de la gamme presque sur l'ensemble de la gamme de la Free League, mais ils utilisent en fait justement la version modifiée. Donc il y a la version de base qu'on a connue beaucoup via Mutant Year Zero, Forbidden Land, même... on dirait Coriolis, entre autres, c'est-à-dire un système D6 qui va fonctionner avec un paquet de D6 qu'on lance. Certains D6 vont représenter nos habilités, alors que d'autres D6 vont représenter plus nos compétences, et certains d'autres peuvent représenter soit un peu notre santé mentale, en quelque sorte, surtout dans Alien, c'est notre stress, ou encore des objets qu'on va utiliser, comme dans Mutant Year Zero. Eh bien, dans Blade Runner, c'est la version modifiée, c'est comme une espèce de version mise à jour qu'ils font du système. Donc oui, il y a des D6, un peu comme la version précédente, sauf qu'il y a également aussi un D8, un D10 et un D12. Et selon ce que vous... à quel point est-ce que vous êtes doué comme personnage, eh bien vous allez lancer un dé plus élevé que le dé de base, c'est-à-dire le D6, et vous en allez seulement en lancer 2 plutôt qu'un paquet en même temps. Donc ça ressemble un peu à ça, vraiment côté base du système. Ils ont gardé également leur mécanique qui fait en sorte que vous pouvez, probablement la chose que j'aime le plus du système du Year Zero Engine, c'est une mécanique de push your luck, donc pousser sa chance. C'est-à-dire que si vous échouez votre action, eh bien, vous pouvez tenter de la refaire en poussant, c'est-à-dire en essayant de dépasser les limites de ce qu'un individu, de ce qu'un humain pourrait faire normalement, et avoir des dommages corporels ou mentaux ou de stress à la résolution de l'action que vous voulez entreprendre. Donc c'est vraiment comme une espèce de pousser, exactement, comme le dit le nom, de pousser sa chance. Je vais tenter de faire quelque chose, et si j'échoue encore, eh bien là, les risques vont être assez élevés sur ma personne. Et c'est là où est-ce que la principale différence se trouve entre les humains et les réplicants, c'est-à-dire les créatures artificielles qui peuvent se faire passer pour des humains. Les réplicants peuvent pousser 2 fois. Ils peuvent, dans le fond, push your luck à 2 reprises, mais en subissant toujours les mêmes dégâts lors de la résolution de l'action, en quelque sorte. Ils sont capables d'exploits surhumains. Après tout, ce ne sont pas des êtres de chair et de sang normal, mais ils demeurent tout de même assez instables sur leur fonctionnement. Donc, au-delà des dés et de tout le tra-tra-la-la-la-la que j'ai déjà abordé et que les mécaniques de la Free League sont déjà bien connues pour, la Free League a intégré quelque chose de nouveau qui est assez inédit dans le fonctionnement que le jeu se déroule. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est une prise de risque. Et ça, j'aime ça. J'aime ça quand des éditeurs ne vont pas se reposer sur leur laurier et qui vont tenter en fait de produire ou de proposer quelque chose de neuf ou du moins d'un peu renouvelé. Déjà, le fait d'avoir fait une nouvelle mécanique, on va dire d'utiliser la mécanique revampée du Year Zero Engine, je trouve ça intéressant. Mais en plus, maintenant, dans Blade Runner, puisqu'on s'entend, c'est un jeu d'investigation, c'est un jeu d'enquête sur des criminels, sur des potentiels réplicants. Il doit y avoir quelque chose qui met l'emphase sur la recherche d'indices, sur l'investigation et tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inclus des mécaniques d'un jeu de société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sherlock Holmes Consulting Detective, dans lequel vous incarnez le célèbre détective et vous tentez d'arrêter des criminels notoires en cherchant des indices un peu partout dans une ville. Eh bien, c'est un peu pareil. Dans le fond, ils sont allés chercher des mécaniques de ça, une certaine base où vous devez, en tant que investigateur, fouiller, décider ce que vous faites de votre temps de travail, de votre quart de travail de jour, où est-ce que vous allez chercher des indices, qui est-ce que vous allez questionner, vers où vous pointez votre intérêt, et ainsi accumuler les différents possibles indices qui se trouvent sur le territoire et qui pourraient éventuellement mener à l'arrêt du criminel que vous recherchez. Mais si vous mettez trop d'efforts, ou si vous allez vers des directions qui ne sont pas vraiment dans le sens dans lequel le criminel se trouve, eh bien celui-ci pourrait potentiellement
quitter la ville, fuir l'endroit, et vous, dans le fond, vous pourriez le perdre définitivement et ainsi subir le courroux de votre boss qui, derrière son bureau, va taper en vous disant « Vous avez échoué votre enquête! » Donc, vous voyez un peu le cliché des films noirs là, à ce moment-là. Mais tout simplement pour dire, c'est une nouvelle mécanique qui a été rajoutée. Je trouve ça vraiment très cool, pour vrai. Je trouve ça super intéressant qu'il ait inclus ça. Ce que je trouve bien, c'est qu'on peut quand même jouer sans. Ça demeure pas quelque chose d'obligatoire. Je pense que le jeu se tient et se maintient, malgré le fait que cette manière de faire pourrait peut-être rebuter certaines personnes qui sont moins fans d'inclusion de mécaniques de jeux de société dans le contexte d'un jeu de rôle. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve que ça permet encore plus on va dire, d'amincir la ligne entre des fois ces deux passions-là. Et non, pour vrai, chapeau Free League à ce niveau-là. Mais aussi également, autre chose que je dois absolument parler avant de sauter sur le prochain point, côté règles, il y a ce qu'on appelle en fait les courses-poursuites. Dans Blade Runner, ou comme dans tout bon film policier qui se respecte, un peu thriller, il y a souvent des courses-poursuites dans lesquelles le protagoniste court à travers les rues brumeuses à la recherche de son criminel qu'il aperçoit au loin mais qu'il n'est pas capable d'identifier, en bondissant parfois par-dessus un taxi, en atterrissant dans une benne ordure, en escaladant un espèce d'escalier, un échafaudage qui tombe en même temps qu'on grimpe dessus. Bref, il y a des moments comme ça où ce n'est pas des scènes d'action où on tire du fusil ou si on investigue, c'est vraiment une scène d'action de poursuite. Et Blade Runner a inclus une mécanique de poursuite, de course-poursuite, de chase, qu'on va dire en anglais, dans laquelle ça va fonctionner un peu à la manière d'un combat. Donc, il n'y a pas vraiment d'initiative par contre, mais chaque participant, c'est-à-dire la personne qui poursuit ou les personnes qui poursuivent plus le ou les poursuivants, eh bien, la personne qui poursuit les poursuivants, c'est la même personne. La personne qui se fait poursuivre ou les poursuivants doivent choisir une manœuvre qui est disponible parmi une liste de manœuvres, et celle-ci en fait est révélée au début choisie secrètement, puis révélée, tandis que le maître de jeu va aléatoirement créer des obstacles qui vont pouvoir se placer sur le chemin des joueurs à l'aide de différentes tables qu'il peut lancer au hasard en faisant comme OK, il y a un camion qui passe puis qui vous bloque le chemin, faisant en sorte que la personne qui se fait poursuivre prend de l'avance. Il y a whatever, une poubelle qui tombe puis vous glissez sur une peau de banane puis vous cassez le dos. Là, j'exagère vraiment beaucoup, mais vous comprenez pour dire que, voyez comment je suis pas bon pour comme inventer des obstacles. C'est pour ça que le livre est là et qu'il en possède une pléthore à l'intérieur de celui-ci afin de épicer vos courses-poursuites. Fait que pour vrai, c'est une manière de procéder qui est justement vraiment, encore une fois, originale, que j'apprécie énormément beaucoup, que j'ai le goût de mettre en scène. Parce que j'ai lu beaucoup de jeux de rôle que les mécaniques de course-poursuite, je les trouvais soit trop compliquées ou à la limite tellement simples que je me dis pourquoi est-ce qu'on les inclut alors que ça fait juste nous donner un ou deux mécaniques qu'au final on pourrait faire sans puis ça change pas grand chose. Et bien là, j'ai trouvé qu'il y a un merveilleux juste milieu dans lequel le tout se déroule de la manière suivante. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne comme un combat. Donc, il y a des tours, mais à chaque tour de course-poursuite, chaque participant choisit une manœuvre en secret. Le maître de jeu génère aléatoirement un obstacle et le révèle plutôt. Le poursuivant et la proie révèlent tous deux leur manœuvre. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Est-ce que vous vouliez, vous en tant que personne qui se fait poursuivre, est-ce que vous vouliez justement prendre un objet puis le jeter derrière vous pour tenter de gagner, dans le fond, de l'espace entre le poursuivant et vous? Ou en tant que poursuivant, vous essayez de prendre votre fusil puis viser pour tenter de tirer peut-être en tentant de ralentir la personne que vous poursuivez? Et les manœuvres sont résolues et en fait, on recommence ainsi le tour d'action selon, en fait, comment est-ce que ça s'est résolu, comment est-ce que ça s'est terminé. Ça se pourrait aussi que la course-poursuite se soit terminée à ce moment-là, mais sinon, on recommence ainsi à la manière d'un combat, et il y a d'autres mécaniques qui viennent ici entrer en jeu, mais pour moi, il fallait vraiment que j'en parle, parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Je suis un peu surexcité à lire et à parler de Blade Runner, à quel point je suis content de voir qu'est-ce que les auteurs ont fait du jeu et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet univers-là et qu'est-ce qu'ils ont permis, qu'est-ce qu'ils ont inclus en fait comme règle afin de permettre à émuler le mieux possible ce type d'aventure-là qui demeure assez précise, qui demeure assez niché. Je vais en revenir tout à l'heure, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Ensuite, côté visuel, eh bien, l'illustrateur principal, ou unique même, je pense,
Rendu là, je pense que c'est lui qui a fait tous les dessins. C'est Martin Grip. Martin Grip, qu'on connaît, entre autres choses, qui a fait également les illustrations de Symbaroum, qui a fait, entre autres, les illustrations de... je vais être sûr que je ne me trompe pas. De One Ring, aussi, Alien également. Et pourquoi est-ce que, dans celle-ci, dans le contexte de Blade Runner, je les trouve vraiment très à propos, parce que je trouve que son style très sombre, avec les contrastes d'ombre et les visages qu'on perçoit très peu, va vraiment de pair avec l'ambiance de Blade Runner, contrairement à One Ring, la deuxième édition, où il y avait d'autres types d'illustrations à l'intérieur, mais Martin Grip avait fait aussi beaucoup de dessins, et je trouvais que son style était peut-être moins approprié pour la Terre du Milieu, que moi, dans mon cœur, c'est quelque chose d'un peu plus hop la vie, mais dans le contexte de Blade Runner, je trouve que c'est très à propos, c'est très on point, et chaque grande illustration représente la majorité du temps vraiment des scènes pluvieuses d'un Los Angeles vraiment étouffantes, ou des gens derrière un bureau qui ont l'air de préparer un mauvais coup. C'est tout simplement une réussite à ce niveau-là. Côté critique, pour moi, Blade Runner, avec ses règles de base, sa mise en contexte, ses détails, c'est suffisant pour initier des gens à l'univers de Blade Runner, parce que on s'entend, le contexte, je crois qu'il peut se comprendre rapidement. Mais je trouve tout de même qu'il a été surtout produit pour des gens qui aiment vraiment énormément le produit source, le matériel de base, le film ou le livre. Il y a des citations du film dans les pages. L'aventure de base se déroule dans des lieux emblématiques du film de 1982. Il y a vraiment ça reflète énormément la vision, je trouve, de Ridley Scott. Et c'est pour ça que je considère que c'est vraiment un produit qui est fait pour les fans, et potentiellement aussi par des fans. Je connais pas toute l'équipe qu'il y a derrière, mais je trouve tout de même que c'est possible d'initier des personnes à cet univers-là via le jeu, et que ceux-ci puissent par la suite être intéressés, par exemple, à écouter le film, ou peut-être même à lire le livre, selon ce qu'ils préfèrent. Mais je trouve aussi également que, malgré tout, qu'on ne connaisse ou qu'on ne connaisse pas Blade Runner, ça demeure que c'est un très bon jeu pour émuler le genre tech-noir, science-fiction futuriste, rétro-futuriste aussi en même temps, où on a des technologies qui sont science-fictionnesques, mais qui aujourd'hui existent pour de vrai, en quelque sorte, et de vouloir vraiment permettre, avec l'aide de mécaniques fortes, avec l'aide de mécaniques, on va dire, pertinentes, dont celle des courses-poursuites, dont celle d'investigation, de émuler parfaitement le genre d'enquête dans un Los Angeles pluvieuse. Et c'est ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'au final, ces mécaniques-là d'enquête, ces mécaniques-là de course-poursuite pourraient être utilisées dans d'autres contextes ou d'autres jeux. Je les vois bien être utilisées, exemple, dans une nouvelle version de Vyzen. Vyzen, qui est un jeu de la Free League que j'aime beaucoup, mais que je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de crunchy. J'ai l'impression qu'avec ce qu'on fait avec Blade Runner, ça va permettre de transposer en quelque sorte une partie de ces mécaniques-là dans d'autres jeux, parce que c'est vraiment réussi. C'est vraiment réussi. Tout de même, chose que je veux quand même mentionner, de la manière, justement, si on veut respecter le plus possible les mécaniques du jeu, j'ai l'impression que le système est peut-être quand même, on va dire, mis de l'avant et favorise une ambiance assez sérieuse. Parce que c'est de l'investigation, c'est de la résolution de problèmes. Donc, il y a comme, on va dire, puis on s'entend, on est comme potentiellement aussi des employés de la police de Los Angeles. Donc, on dirait que le cabotinage ou, on va dire en bon québécois, le niaisage dans une taverne, par exemple, eh bien, ça a potentiellement moins sa place, je dirais. Fait que pour ça, j'ai l'impression que on a vraiment j'ai l'impression qu'il faut quand même s'attendre à vivre une expérience qui est assez immersive, mais qui est aussi assez sérieuse dans son déroulement. Blade Runner, c'est pas un jeu ni un univers qui on va dire l'humour en avant-plan, ni le cabotinage en avant-plan, et je pense que ça se reflète autant dans les mécaniques de jeu que dans l'ambiance, que dans les scénarios qui sont proposés dans l'ouvrage. Donc, chose que je pense que vous devriez garder en tête si vous vous dites « Ah, c'est un petit jeu de samedi après-midi avec 2-3 bières dans le tapis. » Peut-être pas, mais ça, c'est rendu là, c'est à vous de voir si c'est votre trip, ça serait absolument convenable. Pour ma part, on dirait que je me le garde pour des moments où est-ce que je vais avoir vraiment le goût de quelque chose de
lourd, puis de profond, puis à la limite un peu demandant mentalement. Là. Quelque chose qui va me faire vivre une expérience assez particulière d'un espèce d'univers assez sombre où que les méga corporations prennent vraiment toute la place et qu'on n'est plus vraiment conscient de notre propre identité alors que peut-être que nous sommes quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas vraiment. Fait que bref, pour ça, ça vaut vraiment la peine. Et si jamais ça vous intéresse, en plus du livre de base, qui fait quand même un bon... quasiment plus que 200 pages, oui. Il y a aussi, et ça je veux vraiment mettre l'accent dessus, c'est vraiment important, il y a un starter kit qui est disponible, qui était sorti, qui est quand même assez massif. J'aime beaucoup ça quand la Free League fait ça maintenant, dans tous leurs jeux presque. Il y a un petit kit d'initiation qui est disponible et qui propose souvent du matériel de base, des dés, des feuilles de personnages préfaites, ainsi qu'un scénario d'introduction pour justement faire connaître le jeu, faire connaître l'univers, faire connaître le monde de Blade Runner. Et dans le cas si présent, pour vrai, holy shit, c'est un des plus beaux starter kits que j'ai vu de ma vie. C'est un des plus beaux kits d'initiation que j'ai pu apercevoir, que j'ai pu feuilleter. Il y a vraiment du stock. Il y a un livret de 80 pages là-dedans. Il y a des espèces de feuilles de faux documents de police, des coupures de journaux, des feuilles de personnages. Il y a des cartes de la ville. Il y a des évidences, pas des évidences, mais on va dire des preuves de crimes qui sont aussi proposées, soit en images, en dessin, en illustration ou en photo, comme par exemple une scène de crime qui est vue en photo, des choses comme ça. Fait que juste pour ça, c'est vraiment cool. C'est pas vrai. Sautez là-dessus. Si le livre de base ne vous intéresse pas, au moins essayez de peut-être jeter un coup d'œil au Starter Kit parce que ça va vous faire vivre une expérience vraiment chouette. Et le scénario à l'intérieur, je l'ai trouvé super bien réussi. Très parfait pour l'initiation et ce qui est pour moi on va dire mission accomplie pour le kit d'initiation, c'est que ça permet en fait de s'introduire à quelque chose justement qui est un peu plus difficile, je dirais, pour certains à prendre en main, c'est-à-dire une ambiance justement moderne, science-fiction, rétro, d'investigation, qui n'est pas, on va dire, le genre de jeu de rôle le plus commun ou le plus facile à capturer l'essence, tout simplement. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ma critique de Blade Runner, que je vous conseille fortement. Pour moi, c'est une franche réussite. C'est drôle parce que je tombe tellement tout le temps dans des jeux de rôle très indépendants, des petits pamphlets, des petites affaires, et de temps en temps, bam, la Free League me sort un gros produit super gigantesque, qui est très populaire et qui est juste tellement bon. Hey, ça ressemble à ça. Pour vrai, merci aux personnes qui ont écouté la vidéo. Je vous conseille de commenter, liker, partager, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se revoit dans Los Angeles.